Toujours un plaisir renouvelé de venir discuter, échanger avec vous, et je le fais vraiment avec un très très grand plaisir. Alors, j'ai choisi de focaliser l'exposé sur l'épilepsie pharmaco-résistante. Pourquoi? Tout simplement parce que 90% des patients qui nous sont adressés, c'est pour l'exploration d'une épilepsie pharmaco-résistante. Alors, bien évidemment, la plupart des patients, comme vous allez le voir, sont des patients qui, bien évidemment, bon, ceci on le sait très très bien, c'est des patients qui présentent une pathologie, une épilepsie essentiellement temporale. Alors, on ne peut pas parler uniquement d'épilepsie temporale, de notre point de vue de neuroradiologue, parce que de toute façon, on est obligé de voir tout le cerveau. Et parfois, et vous l'avez très bien souligné, parfois, la sémiologie peut paraître temporale, mais en fait, c'est une sémiologie d'emprunt. Ça peut être frontal, ça peut être insulaire, en raison des connexions que vous connaissez parfaitement entre le lobe temporal en particulier et les autres lobes hémisphériques. Donc, on va chercher bien évidemment les structures hippocampiques, c'est la grande majorité des lésions qu'on va trouver, mais ne pas oublier aussi les lésions para-hippocampiques, notamment l'amygdale, T5, et toujours regarder bien évidemment le néocortex temporal inférieur et latéral. Alors l'épilepsie extratemporale, comme je viens de le dire, qui peut être notamment frontale ou insulaire et qui peut s'intriquer bien évidemment sur le plan sémiologique avec une épilepsie de type temporal. Alors on va bien évidemment s'attacher à détecter les anomalies de signal. Les anomalies morphologiques, nous devons obligatoirement analyser les sillons corticaux, le cortex et la substance blanche. Vous avez fait allusion tout à l'heure, on montrait quelques cas, on va voir que ça peut être très intéressant et très important de regarder cette substance blanche, parfois qui présente des anomalies sans qu'il y ait de foyer cortical défini. Des anomalies volumétriques sont également à voir et à détecter, et enfin, il faut préciser au maximum ces anomalies. Alors, bien évidemment, nous voyons cette région temporale interne, hippocampique, gyrus para-hippocampique. Et vous le voyez, on néglige souvent de voir les coupes sagittales qui sont très importantes à voir également, notamment pour bien voir ces structures du gyrus dentatus et les modifications de signal qui peuvent apparaître à ce niveau. Et bien évidemment, on essaiera à chaque fois qu'on cherchera, qu'on fait une exploration standard, protocole d'épilepsie, comme je vais vous le montrer, on essaiera toujours de voir ce qui se passe au niveau du cortex en réalisant des coupes en haute résolution, comme vous le voyez. À ce niveau, on voit très très bien le ruban cortical et la substance blanche qui est adjacente. La morphométrie ou la volumétrie, bien évidemment, c'est un simple logiciel qui vous mesure le volume des formations hippocampiques ici et du noyau amygdalien. Ça peut être intéressant dans l'épilepsie parce qu'il peut y avoir des atrophies associées à des scléroses hippocampiques, mais ça peut être aussi intéressant dans les troubles mnésiques, par exemple. Alors voilà, bon, je ne vais pas revenir, vous connaissez tous cet hypersignal de la sclérose hippocampique que vous voyez ici, mais attention, il ne faut jamais l'interpréter uniquement sur la séquence flair, parce que le système limbique, les formations limbiques, que ce soit le gyrus singulaire ou les formations hippocampiques, sont toujours en hypersignal en séquence flair. Ça, c'est lié à la densité de cellules que nous avons à ce niveau-là. Donc, il faut toujours le confirmer sur une séquence T2 dans le même plan de coupe. Cet hypersignal doit apparaître en T2, sinon on ne peut pas le retenir uniquement sur la séquence flair. D'autres anomalies sont à rechercher à côté de la sclérose, avec ou sans sclérose hippocampique, c'est les modifications de la substance blanche qu'on traduit par cette réduction de l'index de différenciation substance blanche, substance grise. Si vous comparez l'axe blanc ici, qui est en noir par rapport à l'autre côté, vous voyez que du côté droit, il y a un hypersignal de la substance blanche que vous ne voyez pas de l'autre côté. C'est confirmé sur la séquence T2, vous voyez, c'est indiqué par les flèches. Deuxième élément qu'on peut voir aussi, c'est l'atrophie des corps mammillaires et du trigone, du même côté que la sclérose hippocampique. Ce sont des signes indirects, mais qui sont liés tout simplement à la perte neuronale et à la dégénérescence axonale, bien évidemment, qui ont comme point de départ au niveau de l'hippocampe.
On remarquera également, on fera attention à l'atrophie hippocampique qui est associée à la sclérose. C'est un stade avancé de la sclérose hippocampique par cette dilatation de la colonne temporale. Alors, deuxième rubrique lésionnelle qu'on doit chercher, eh bien, ce sont les lésions tumorales. Et les plus fréquentes au niveau temporal, ce sont les lésions gliales, astrocytomes, oligodendrogliome, mais aussi les gangliogliomes, les dynettes, et puis les kystes arachnoïdiens, qui sont parfois impliqués, mais on n'est pas toujours convaincu que ce soit vraiment la cause des crises épileptiques. Il ne faut pas s'arrêter uniquement à la vision du kyste, il faut toujours chercher un foyer avoisinant. Voilà donc un exemple de dynette qui est caractéristique, aspect en bulle de savon, hein, c'est facile à retenir, des ondes hypersignales, d'autres en hyposignales, kystique, qui flash bien en séquence flair, et parfois, vous pouvez avoir une prise de contraste nodulaire au sein de ces tumeurs, c'est quasi pathognomonique de la dynette. Les tumeurs gliales de bas grade, aussi volumineuses soient-elles, ne sont pas malignes, hein, c'est des tumeurs de bas grade, et on le confirme par la spectroscopie, doivent être explorées, bien évidemment, au maximum, parce qu'elles peuvent être opérées, et on peut parfaitement avoir des résultats très satisfaisants dans la prise en charge de ces patients. Ensuite viennent les anomalies de développement cortical. Vous connaissez tous, vous les connaissez, les dysplasies corticales, les hétérotopies de substances grises, les micropolygyries, etc. On ne va pas faire un listing exhaustif. Simplement pour vous montrer ici l'aspect typique de la dysplasie corticale focale de Taylor, qui se manifeste par un hypersignal de la substance blanche entraîné. Vous voyez la traînée qui va directement vers le mur ventriculaire, qui va l'atteindre. Et quand on observe le cortex en regard, eh bien, on le compare au côté contralatéral. D'abord, il y a un sillon qui est très profond, d'accord ? Et puis, on a un cortex qui n'est pas tout à fait normal, avec une réduction de cet index de différenciation substance blanche, substance grise. Donc, c'est assez évocateur. Alors, bien évidemment, il y a des images qu'il ne faut pas confondre avec la dysplasie corticale focale, ce sont ce qu'on appelle les nécroses laminaires corticales. Vous voyez la différence? C'est un hypersignal en U qui prend le cortex et les fibres en U qui se trouvent juste en dessous, mais si vous cherchez le tractus de substance blanche, le tractus glial qui signe la dysplasie corticale, vous ne l'avez pas. Donc c'est vraiment un signe important à rechercher. Toujours dans ce contexte des dysplasies corticales focales, juste pour vous montrer qu'elle peut prendre plusieurs formes, notamment ici, une dysplasie corticale focale très très fine, très petite, c'est un malade de Madame Monter, vous m'aviez adressé, qui présente donc cet aspect irrégulier, un peu épaissi du cortex, avec une formation kystique, deux formations kystiques qu'on trouve à ce niveau-là. Donc ça aussi c'est possible de l'avoir de ce type-là. Au niveau du noyau amygdalien et hippocampique, on peut également trouver des troubles de l'histogénèse corticale. Il s'agissait ici d'une femme âgée de 46 ans qui avait des vertiges anciens avec des épisodes de perte de contact. L'EEG nous a montré un foyer frontotemporal gauche. Et donc, on cherchait au niveau frontal, on n'a rien trouvé. Mais par contre, si on regarde bien, on voit l'hypersignal du noyau amygdalien qui est volumineux par ailleurs. Et si on regarde la coupe axiale, regardez l'aspect épaissi du cortex piriforme et du noyau amygdalien qui se trouve immédiatement en arrière. Extension de la dysplasie au niveau de la tête de l'hippocampe. Ces troubles de l'histogénèse peuvent se manifester par des hétérotopies nodulaires ou des hétérotopies sous-corticales laminaires. Ici, il s'agit d'un cas d'hétérotopie nodulaire. Regardez la colonne temporale, l'hippocampe que vous avez ici, le gyrus parahippocampique, la substance grise n'a rien à faire ici. C'est de la substance blanche qu'on doit avoir. Et vous voyez, c'est bilatéral, hétérotopie donc nodulaire, qui peut être aussi, qui génère des crises temporales internes, comme ça a été le cas de ce patient. Les troubles de la gyration, comme la micropolygyrie, regardez bien ici ce qui se passe côté gauche normal, colonne temporale, côté droit, regardez aspect déformé de la colonne temporale, excès ici de substance grise, et vous voyez ici l'empreinte
de cette substance grise anarchique sur le carrefour ventriculaire, l'aspect dysmorphique des sillons corticaux des deux côtés, micropolygyrie, bien évidemment. Alors ici, on ne peut pas parler d'épilepsie temporale ou d'épilepsie tout court sans montrer un exemple de sclérose tubereuse de Bournonville avec la recherche de foyers d'hypersignaux corticaux qui se trouvent au niveau des différentes parties de l'hémisphère cérébral, mais également au niveau temporal. Rechercher également pour affiner le diagnostic et pour l'asseoir. Bien sûr, il y a des éléments électrocliniques qui évoquent déjà, mais des fois, chez le jeune enfant, on n'a pas encore des nodules sébacés, on n'a pas tout dès le début. Rechercher des tubères sous-épandymères sous forme d'un hyposignal en T2 étoile, en écho de gradient, bien évidemment, comme vous le voyez ici, comme vous le voyez déjà sur le T2. Alors, ici, c'est un cas que je voudrais partager avec vous. C'est un patient, encore une fois, du professeur Montier. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Hein, c'est un patient qui vient consulter pour une épilepsie temporale depuis l'âge, depuis l'enfance, et épilepsie pharmacorésistante. Un scanner, une IRM d'abord a été faite et été interprétée comme normale. Ensuite, tu me l'as adressé. Je fais son IRM, je tombe sur des hyposignaux, des noyaux amygdaliens bilatéraux, que vous voyez ici sur toutes les séquences. D'accord? Ça, c'est l'écho de gradient, le T2, et ici en T1. Forcément, on pense à des calcifications. On confirme par quoi? Par un scanner qui vous montre des calcifications. Alors, je ne connaissais pas, j'ai jamais vu ça. On tape sur Internet, Google, calcification des noyaux amygdaliens, et puis on nous sort la réponse, c'est une maladie d'Urbach-Wiet, c'est une maladie autosomique récessive rare, 300 cas dans la littérature, le premier cas décrit en 1929, et c'est une lipoïdoprotéinose et qui se manifeste par des atteintes dermatologiques et muqueuses, multiviscérales, mais aussi par des manifestations neurologiques. Deux signes pathognomonique, c'est le blépharosis moniliforme que vous voyez ici. Alors je me suis permis de photographier le patient, je l'ai appelé, je l'ai photographié, et j'ai publié sa photographie avec son autorisation bien évidemment, parce que c'est assez évocateur. Et puis le deuxième signe, ce sont les calcifications des noyaux amygdaliens et du cortex temporomésial. Les malformations vasculaires cérébrales, bien sûr, il ne faut pas les ignorer, hein. Notamment les cavernomes, les malformations artério-veineuses. Vous avez ici un cas de cavernome temporal, vous voyez ici un cas de cavernome frontal, hein. Ici, aspect évocateur, sel et poivre, ça ne pose pas de problème. Des lésions séquelaires. Alors les lésions séquelaires, l'interrogatoire est très important, bien évidemment, et on compte énormément sur votre aide dans les prescriptions, parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais je dois dire que ce ne sont pas toujours des prescriptions de neurologues. Il y a d'autres collègues qui font des prescriptions. Et c'est une fois que l'enfant arrive, qu'on trouve des choses comme ça, qu'on fait l'interrogatoire. On le fait a posteriori, malheureusement. Mais bon, c'est très important de le savoir. Alors, les souffrances néonatales et périnatales, vous connaissez notamment le syndrome HHE, des lésions post-traumatiques qui peuvent remonter à plusieurs années, les lésions post-infectieuses, et puis la fameuse encéphalite de Rasmussen qui peut poser des problèmes, notamment, comme vous le voyez ici, patient qui m'est adressé pour une exploration, une forte suspicion d'encéphalite de Rasmussen. Alors, mais quand je fais l'IRM, eh bien, je trouve une hémiatrophie fronto-temporale, hein, gauche, avec dilatation réactionnelle de la côte temporale, comme vous le voyez sur les coupes frontales, coupe axiale, hein, c'est confirmé partout sur tous les plans de coupe. Le seul problème, c'est que pour moi, je ne savais pas du tout si c'était réellement une Rasmussen. Alors, dans ces cas-là, il faut toujours, parce qu'on évoque, première vue, ce qu'on voit, on dit HHE, syndrome HHE. Et il faut toujours regarder le cervelet, parce que dans le HHE, vous avez une hémiatrophie contralatérale qu'on peut parfaitement retrouver à ce niveau-là, d'accord, hémiatrophie contralatérale, c'est lié à la dégénérescence du faisceau cortico-pontin, tout simplement, qui se fait très tôt, avant que les axones qui viennent de ces régions-là, eh bien, vont dégénérer,
et donc le faisceau corticopontin n'arrive pas à sa place, donc atrophie corticale, notamment des cellules de Purkinje. Alors, le deuxième aspect que je voudrais partager avec vous, ce sont l'apport des séquences métaboliques et fonctionnelles. Métaboliques et fonctionnelles, là en tête, nous avons la diffusion, avec ces deux aspects, simple diffusion, cartographie de diffusion, et puis la tractographie. L'IRM de perfusion, l'IRM fonctionnel d'activation, mais aussi de repos, qui se développe beaucoup en ce moment. Et puis la spectroscopie par résonance magnétique, et puis les méthodes métaboliques dont je ne parlerai pas. Heureusement, M. Gélis a donné quelques exemples, mais moi j'en fais pas, donc je n'en parle pas. Alors la diffusion, le principe très rapidement, c'est les mouvements browniens, c'est tout simplement est-ce qu'il y a ou non une restriction de diffusion des molécules d'eau dans un tissu, comme c'est le cas ici par exemple d'un AVC, c'est la première utilisation de cette séquence. On a une restriction, donc ça apparaît en hypersignal, tout simplement. Alors, un cas ici qui nous a été adressé pour une IRM, en fait, une relecture d'IRM, et on l'adresse pour suspicion de dysplasie corticale focale sur cette anomalie de signal, vue sur une IRM qui a été réalisée 12 heures après la crise, bien évidemment. Donc vous voyez un hypersignal cortico-sous-cortical, ici en flair, mais quand on regarde la diffusion c'est le même jour, hein, c'est la même période, quoi. C'est-à-dire en 12 heures après, dans la même séquence, eh bien on voit très bien que cet hypersignal a disparu et que le cortex n'est pas si épais que ça. Donc on est obligé de revoir le diagnostic de dysplasie corticale focale. Qu'est-ce qui va disparaître en diffusion à B1000 ou même à B2000? On sensibilise la séquence à B2000, c'est tout simplement l'œdème. C'est l'œdème post-critique. Ceci n'empêche pas, bien sûr, qu'il faut chercher le foyer épileptogène. OK? Donc voilà, l'IRM qui a été réalisé après, 2 ans après, eh bien, vous voyez, on a un cerveau qui est pratiquement normal. L'IRM de tenseur de diffusion. À quoi ça sert au niveau de... Ben, tout simplement, tout à l'heure, je vous ai parlé d'anomalies de la substance blanche, qui peuvent être la seule manifestation au cours d'une exploration d'une épilepsie. Eh bien, ça peut nous donner des anomalies d'anisotropie des faisceaux de substance blanche. Il y a une gliose qui peut survenir, c'est ce qui donne cet hypersignal. Il y a une dégénérescence des faisceaux de connexion du lobe temporal avec les autres lobes hémisphériques. Et ça, notamment, c'est déjà décrit dans ce qu'on appelle l'épilepsie cryptogénique. Alors, voilà un exemple ici. Vous voyez qu'on peut voir tous les faisceaux, notamment ici le faisceau occipitotemporal, le faisceau inciné frontotemporal, le faisceau arqué, très important pour le langage, hein, pour voir s'il va être conservé ou pas en cas d'intervention chirurgicale, comme c'est le cas pour ce patient qui a un gliome de bas grade fronto-temporo-insulaire, hein, qui est ici, qui est proposé à une chirurgie lésionnelle, bien sûr dans le cadre de son épilepsie. Vous voyez que tous les faisceaux sont refoulés, donc les faisceaux sensorimoteurs, mais aussi, regardez, le faisceau arqué, sa partie antérieure, sa partie postérieure, là c'est la partie supérieure, il est refoulé. On peut rassurer le neurochirurgien pour qu'il puisse y aller sans créer de problème ni moteur ni de langage. L'IRM de perfusion, eh bien, comme vous le savez, c'est la microcirculation sanguine. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter en cas dans l'exploration d'une épilepsie? Alors, pardon. Voilà. On peut la faire soit avec injection de produit contraste, soit sans injection de produit contraste. Pour ma part, je fais l'IRM sans injection de produit contraste, une perfusion, ce qu'on appelle l'ASL. Au lieu d'injecter des produits contrastes exogènes, eh bien, je crée le contraste, tout simplement en saturant les molécules d'eau au niveau du cou, et je vais voir donc celles qui vont, les endroits où le sang va arriver, où il y aura une pauvreté de circulation, hein, au niveau du tissu atteint. Alors, 2 paramètres, c'est la cartographie de perfusion et le débit sanguin régional. Voilà un exemple ici que je veux partager avec vous.
chez un patient qui a des séquelles de souffrance néonatale et qui est venu pour une épilepsie frontale, léger frontal gauche. Malade du professeur Ouazzani, je lui pose la question après la réalisation de l'IRM, je lui dis, écoute, moi je trouve des anomalies de signal au niveau frontal droit. Comme vous le voyez ici, il y a un hypersignal ici, l'index est pratiquement nul entre la substance blanche et la substance grise, on le voit sur toutes les séquences, il y a un problème. Alors, je fais, pour essayer d'avancer un petit peu, il me dit, écoute, c'est à droite, c'est à droite. Eh bien, je fais l'IRM de perfusion, que vous voyez ici, et qu'est-ce qu'on détecte? Un hypométabolisme, une hypoperfusion, pardon, je ne parle pas d'hypométabolisme, ça c'est parce que simplement on veut comparer toujours avec le spectre et le hypométabolisme gauche qui est corrélé au foyer frontal électrique qui a été décrit par l'électroencéphalogramme. Deuxième cas où ça peut être utile, IRM que j'ai donné comme normal, épilepsie frontale, foyer frontal gauche, et le clinicien déjà suspecte une dysplasie corticale, focale. Je fais l'IRM, je dis normal. Ensuite, je fais la perfusion et vous voyez apparaître ici un foyer d'hypoperfusion. Hein, vous voyez, c'est indiqué par la flèche, ici, là, là. Et je reviens à ce moment-là, j'interprète les images morphologiques et si vous regardez bien, au même endroit, on va prendre la coupe transversale, au même endroit, regardez le cortex, et vous comparez au côté contralatéral, c'est anormal, c'est un petit foyer de micropolygyrie, tout simplement. L'IRM fonctionnelle, alors l'IRM fonctionnelle, en quoi peut-elle aider? Eh bien, tout simplement, elle va aider dans le bilan préchirurgical. Elle va nous permettre de dresser des cartographies fonctionnelles, sensitives et sensorielles, mais également et surtout, parce qu'on parle du lobe temporal, la latéralisation du langage et parfois de la mémoire, bien évidemment, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les personnes qui présentent des crises depuis longue date, ils finissent par avoir des troubles de la mémoire. Et puis, elle permet de nous donner une idée sur la neuroplasticité au niveau cérébral, notamment lorsqu'il y a des malformations corticales ou bien lorsqu'il y a des séquelles de souffrance périnatale. Ceci est basé, bien sûr, comme vous le savez, sur la cartographie corticale des aires de Brodmann. Ici, je vous présente tout simplement pour l'exploration du langage qu'il est très important dans notre contexte d'explorer la langue maternelle et d'explorer également les langages acquis plus tard. Notamment ici, nous avons fait une exploration de la langue maternelle, c'est-à-dire Darija, c'est le langage parlé, avec lequel on démarre dans la vie, et puis chez la même personne, le langage acquis plus tard, on a choisi ici le français. Alors vous regardez, hémisphère gauche, vous avez parfaitement la localisation, les activations des aires corticales de la langue maternelle, et de l'autre côté, eh bien, nous avons l'activation pour le français qui est acquis plus tard. Et vous allez voir, c'est important parce que dans un cas, ça a été très important. Alors ici, épilepsie temporale, lésion temporopolaire, bien évidemment, le neurochirurgien demande quand même une IRM fonctionnelle. Bon, on l'a faite et on voit très bien, on l'a rassuré, on lui a dit, écoutez, les aires corticales du langage sont assez loin, ne sont pas impliquées par la tumeur, ils sont assez éloignés de la tumeur. Alors ici, c'est le cas d'un patient de 40 ans, enseignant de mathématiques, qui présentait des crises convulsives pharmacorésistantes. L'IRM, gliome de Bagrad, temporo-insulaire gauche, temporo-insulaire gauche, vous voyez, c'est assez pathognomonique, même la topographie est très évocatrice, mais elle est assez volumineuse. Proposition pour une intervention chirurgicale. On fait l'IRM fonctionnel, c'est essentiellement ici le langage qui nous intéresse, bien évidemment. Eh bien, vous voyez, au niveau de l'hémisphère gauche, langue maternelle d'abord. Hémisphère gauche, nous avons donc l'activation très faible au niveau des aires du langage. L'aire motrice supplémentaire est très bien activée. Et quand on va vers l'hémisphère droit, eh bien, regardez l'activation que nous avons
qui est très très forte au niveau de l'hémisphère droit. Sa lésion est à gauche. La fluence verbale, la même chose. Vous voyez, tout est activé au niveau du côté droit, et c'était le français. Donc il avait une localisation du langage maternel et du langage appris plus tard au niveau de l'hémisphère droit. Alors que sa lésion est à gauche. Je lui dis, vous avez une très grande chance parce que vous pouvez être opéré sans aucun problème, notamment au niveau du langage. Alors, la question est, que j'ai posée après, je lui dis, est-ce que vous êtes droitier ou gaucher? C'est ce que je devais faire avant même qu'il ne rentre. Et c'était un gaucher. Voilà. Neuroplasticité, très rapidement, c'est juste pour vous montrer cette petite lésion. C'est un astrocytome de très bas grade qui est au niveau de la frontale ascendante. D'accord? Frontale ascendante, partie moyenne. Activation ici de la main gauche, on voit très très bien une très bonne activation, mais qui se trouve légèrement au-dessus et en arrière, au niveau de la pariétale ascendante, qui est normalement, c'est le côté sensitif. Aire motrice supplémentaire. Et vous voyez, pour ce qui concerne la motricité faciale, qui normalement doit entraîner une activation de la partie inférieure, hein, comme ici, bon, vous voyez, c'est au-dessus et en arrière, toujours au niveau de la pariétale ascendante. Donc il y a un déplacement des zones fonctionnelles chez ce patient-là. Enfin, pour terminer, un petit mot de la spectroscopie et de la spectrométrie. La différence, c'est que dans une, on donne les valeurs absolues des concentrations des métabolites. Dans la spectroscopie, on donne des valeurs relatives, des pics les uns par rapport aux autres. C'est des pourcentages. Alors, l'intérêt, c'est tout simplement la distribution loco-régionale des métabolites. Et ceci va contribuer, surtout pour la chirurgie de l'épilepsie, bien évidemment, à délimiter la zone épileptogène. Notamment, exemple, la sclérose hippocampique. On fait une cartographie métabolique, et sur les deux hippocampes en particulier, en tout cas, et on doit rechercher les anomalies contralatérales, parce que si on trouve des anomalies spectroscopiques contralatérales, ça veut dire que c'est un mauvais pronostic pour la chirurgie. Ça veut dire qu'il y a déjà une atteinte des lésions contralatérales. La dysplasie corticale focale, eh bien, il faut savoir que même si elle vous dit le terme focal, que c'est localisé à tel endroit, eh bien, la spectroscopie montre qu'il y a des anomalies qui dépassent souvent la zone morphologique. Donc, on doit en tenir compte aussi lors de l'acte chirurgical. Et puis ici, c'est des études qui sont work in progress. C'est la spectrométrie du GABA. C'est pour évaluer les effets de certains médicaments antiépileptiques. Ça se fait, mais je ne sais pas où ça en est actuellement. Mais ça fait un moment que c'est démarré. Voilà, exemple, par exemple, ici, le foyer épileptogène est du côté droit, le côté normal. Un spectre, ici vous avez la créatine, la choline, et ici vous avez le pic de NAA. On cherche toujours à voir le pic de NAA, sa hauteur, et on voit très bien que du côté où il y a le foyer épileptogène, eh bien le NAA est beaucoup plus réduit que du côté gauche, que du côté normal, pardon, tout simplement parce qu'il y a une perte neuronale. Et je vous remercie pour votre attention.